Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat sur l'éducation, bonsoir. Tolérance zéro de stupéfiants chez les jeunes, c'est le sujet qui nous réunit sur ce plateau. Avant de donner la parole à mes invités, nous allons ouvrir donc cette émission par la rubrique Actualité sur l'éducation intitulée Actu Éducation. Dans Actu Éducation, retenons que le ministre de l'Éducation nationale a effectué du 11 au 13 décembre dernier une tournée qui l'a amené dans la région centrale, dans la région de la Kara et dans la région Savane. Le ministre, après une série de rencontres avec les différents acteurs du secteur éducatif à son cabinet, il a effectué cette tournée et cette démarche s'inscrit dans la continuité de la feuille de route gouvernementale Togo 2025 qui place l'éducation au cœur du développement humain. Ainsi, le ministre Mama Oumourou entend bâtir une gouvernance plus participative. Pour cela, il mise sur l'engagement des directeurs régionaux, des inspecteurs, des chefs d'établissement et des enseignants, ainsi que les formateurs des ENFPE, École normale de formation des professeurs d'école. Le ministre Mama Oumourou s'est félicité du capital humain que représente le personnel éducatif, saluant la diversité des professions et la richesse des compétences mobilisées au service de l'école togolaise. Fier des réformes déjà engagées, il a affirmé que l'éducation doit désormais répondre aux défis mondiaux avec un modèle plus moderne et performant. Dans cette dynamique, le ministre Mama Oumourou a rappelé la volonté du président du Conseil, son Excellence Faure Essoz-Mna Gnassingbé, de réunifier les sous-secteurs éducatifs au sein d'un ministère unique. Une identité cohérente destinée à renforcer la synergie d'action et la cohérence du système éducatif au Togo. Donc, c'est le seul sujet que nous voulons partager avec vous dans la rubrique Actu Éducation. Et nous ouvrons donc la rubrique Agenda et débat thématique. À l'entame donc de cette émission, tolérance zéro de stupéfiants auprès des jeunes, ou bien chez les jeunes scolarisés, même déscolarisés, eh bien, c'est le sujet qui nous réunit parce qu'il faut que cette jeunesse-là tienne compte de tous les conseils qu'on leur donne à travers les actions de l'État et des associations qui mettent chaque jour que Dieu fait la main à la pâte pour qu'ils soient informés suffisamment et qu'ils prennent conscience de la vie saine qu'ils doivent mener. Et donc, sur ce plateau, j'ai deux invités, une représentante du comité national anti-drogue et du président de l'association. Il va donner tout à l'heure la définition complète. Cette association a pris l'initiative depuis un certain nombre d'années d'aller dans les écoles rencontrer les acteurs de la communauté éducative, les élèves prioritairement bien entendu, et les enseignants, sans oublier aussi certains parents qui ont eu le temps d'assister à ce genre de rencontres de sensibilisation. Alors, de ma gauche vers ma droite, j'ai le docteur Tchonda qui vient du comité anti-drogue. Madame, bonsoir. Bonsoir, M. Marcel. Nous sommes contents de vous avoir sur le plateau de débat sur l'éducation. Parlez-nous de votre comité. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans le comité? Merci, M. Marcel. Bonsoir à l'ensemble de la population togolaise. Le comité national anti-drogue, c'est l'organe qui a été créé en avril 1996 par décret présidentiel. Et ce comité a pour mandat de coordonner au plus haut niveau des services de l'État toutes les actions de lutte contre la drogue au niveau national. Et donc, comme tel, c'est l'organe qui élabore la politique de lutte et de répression, de la réduction de la demande. C'est l'organe qui forme et qui informe le gouvernement sur l'état ou bien la situation de la drogue au niveau des stupéfiants au niveau national, et elle élabore des statistiques à travers des rapports pour conseiller le gouvernement sur
l'ampleur et les directives, la stratégie à définir pour lutter contre ce fléau dans notre pays. Tout à fait. Alors, fidèles téléspectateurs, vous comprenez que l'État, à travers le comité antidrogue, ne peut pas faire seul le travail. Eh bien, beaucoup d'associations mettent la main à la pâte. Et j'ai sur ce plateau, à ma droite, le président de l'association qui a pris l'initiative, une fois encore, parce que ce n'est pas la première fois, que cette association va dans les écoles. Honorable Nono, présentez-nous votre structure. Merci, M. Marcel. Ouais. Notre association s'appelle Association pour l'éducation à la citoyenneté et à la santé. Elle est créée le 6 juin 2011 et elle a pour but, justement comme son nom l'indique, de sensibiliser les jeunes, les parents, tous les acteurs de la vie sur la notion de citoyenneté. Et comme nous parlons aussi de la santé, c'est ça qui nous amène justement à voir pourquoi est-ce que nous devons demander à ce que les jeunes prennent en compte leur santé. Et c'est ce qui nous amène vers ces débats, c'est-à-dire cette sensibilisation au niveau des jeunes. Comment s'entretenir pour avoir la santé et réussir leur scolarité. Voilà, les jeunes, nous savons qu'on les trouve partout dans les milieux formels comme informels, dans les écoles, collèges et lycées. On en trouve aussi dans les centres d'apprentissage. Mais vous avez fait l'option d'aller dans les collèges et les lycées. Est-ce qu'il y a une raison fondamentale? Vous avez parfaitement raison, M. Marcel. Nous savons que les jeunes, nous en avons partout et tous nous intéressent. Nous sommes intéressés par tous. Nous voudrions bien les atteindre tous, mais nous ne pouvons pas le faire à la fois. Et nous nous intéressons aux jeunes, bien sûr, même jusqu'à leurs parents. Dans tous les cas, à travers les canaux de communication, vous arrivez à les atteindre. Exactement. Merci beaucoup. C'est pourquoi cette émission aussi est organisée. Mais nous commençons par un début qui est criard, parce que ce que nous constatons dans les établissements, c'est décevant. Et aussi bien inquiétant. Oui, très très inquiétant, parce que et aussi bien les parents, les enseignants, que d'ailleurs le gouvernement même en a conscience et a lancé un cri d'alarme. Et il veut vraiment que la jeunesse se redresse. Alors on responsabilise tous ceux qui ont une action sur les jeunes de prendre leurs responsabilités. C'est pour ça que nous nous sommes sentis concernés pour agir dans ce sens. Alors pour cette année 2025, vous êtes allé dans combien d'établissements? Pour cette année 2025-2026, cette rentrée 2025-2026, nous ne sommes qu'à notre début. On a visité le lycée à Gouagnivé Centre, le complexe scolaire La Référence et son annexe. C'est ça. Alors, Madame Donda, docteur, vous avez fait aussi le même constat de cette situation alarmante des jeunes qui tombent dans ce travers de la vie? Ces derniers temps, et je pense que le président du conseil en a vraiment conscience, vu que la fin de l'année passée, sous son autorité, il a été organisé un concert qu'il a appelé le concert Lelinda sur toute l'étendue du territoire. Et le comité était associé pour porter l'information à la population par rapport à ce fléau-là qui gangrène la société. Et comme la jeunesse, c'est la relève de demain, on a vraiment constaté que ces derniers temps, dans nos établissements, il y a vraiment un phénomène qui est en train de détruire à petit feu l'avenir de la jeunesse. Et ça a été observé à travers le retour qu'on reçoit dans les centres de santé, parce que le comité, à travers la CEDEAO, a développé l'outil Wentu, qui est dans les centres de santé et qui nous sert de collecte de données par rapport à ceux qui viennent dans les centres de santé. Et selon vous, comment on peut expliquer l'ampleur de ce phénomène dans les établissements? Beaucoup de facteurs sont impliqués dans cette histoire, mais le plus important, c'est surtout la démission des parents, parce qu'on a constaté que la majorité des enfants qui sont dans le cas, ça commence à la maison, parce que les parents n'ont plus le temps de s'occuper des enfants, n'ont plus le temps de laisser un peu leur portable et de fréquenter l'école de son enfant, de savoir comment ça se passe à l'école, d'avoir ce que l'enfant ressent.
ça fait que les enfants sont délaissés. Et quand ils sont délaissés, ils cherchent l'écoute dehors et ça les amène à tomber dans des amitiés peu recommandables. D'accord. On va entrer dans les détails. Fidèle téléspectateur, le décor est planté. L'honorable président de cette association qui est soucieuse véritablement de la santé et de la réussite de ses enfants. Et ils ont investi beaucoup d'écoles et cette année, notre caméra les a suivis et nous avons tendu le micro à certains responsables. On va les écouter avant de revenir sur ce plateau. Les problèmes de l'heure, c'est les problèmes de jeunesse. Notre jeunesse scolaire a des comportements qui dévient un peu et qui ne permettent pas leur réussite. Alors nous voulons les orienter vers les meilleures directions. Parce que quand ils suivent des camarades, ils voient certains comportements, ils veulent s'adapter, ils veulent imiter. Mais surtout, nous attirons leur attention sur leur avenir. Leur avenir dépend de comment ils vont entretenir leur cerveau. Parce qu'en tant qu'élèves, ils doivent réussir. Il faut que leur cerveau soit sain. Si leur cerveau est sain, ils peuvent bien retenir leurs leçons, ils peuvent réussir leurs études et ils peuvent devenir des gens utiles pour leurs parents et pour toute la nation entière. Donc nous voulons leur montrer comment prendre soin de leur cerveau afin de réussir dans leur vie scolaire. Étant jeunes, leur cerveau est en développement et comme tel, ils doivent prendre soin en lui donnant de bons éléments comme bien manger, faire du sport, beaucoup dormir et ne pas prendre certaines substances qui vont nuire au développement de leur cerveau, surtout qu'à leur âge, le cerveau est malléable parce qu'il est en plein développement. Donc on les a donné des conseils par rapport à la manière d'apprendre, de faire des pauses à travers les cours qu'ils apprennent le soir et de beaucoup dormir, de bien manger, d'éviter des substances pour veiller, pour apprendre. Voilà. Honorable, vous avez vraiment mis l'accent sur le soin à apporter au cerveau, etc. Quel est le message particulier que vous avez transmis à ces jeunes pour que vraiment, s'ils ont entendu une oreille attentive, ils auraient capté ces messages forts qui vont leur permettre de changer d'attitude et de comportement quant à ce qui est lié à toutes les sollicitations? Merci beaucoup. Justement, le message que nous avons eu à apporter aux élèves, c'est qu'ils puissent savoir d'abord qu'est-ce que c'est que le cerveau. Quelle est sa place dans l'organisme? Quelle est son importance? Et quelles sont les conséquences de sa détérioration? Quels sont les éventuels pièges qui peuvent les amener à détériorer eux-mêmes leur cerveau? Et nous leur avons conseillé de savoir comment se prendre. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Nous avons dit tout à l'heure qu'ils aient des comportements décents, tels que dormir beaucoup et faire des exercices, bien manger, et ne pas prendre n'importe quelle substance nocive, ainsi de suite, etc. On y reviendra certainement. C'est ça. Alors, docteur Tchonda, à quoi on reconnaît un cerveau sain, puisque vous en avez vraiment parlé aussi dans votre interview? Un cerveau sain, il y a plusieurs éléments qui rentrent. Un cerveau sain, c'est un cerveau qui est capable de donner plus qu'on attend de lui. Un cerveau sain, c'est un cerveau qui permet à l'élève de réussir à la fin de l'année et d'être en bonne santé, de répondre bien aux attentes de ses parents et bref, de réussir sa vie. Donc, quand on dit à un élève d'avoir un cerveau sain, c'est très important parce que la science a prouvé que son cerveau, depuis le ventre de sa maman jusqu'aux alentours de 25 ans, son cerveau est en développement. Et quand le cerveau est en développement,
et qu'on lui donne de mauvais éléments, ça veut dire que ça va impacter le développement de ce cerveau. Et donc, quand un cerveau est sain, ça veut dire que dans le cerveau, il y a des éléments qui nous permettent, qui transmettent les informations d'un point A à un point B. Donc, plus le cerveau est sain, plus ces neurones-là sont interconnectés, ils sont nombreux, et donc ça facilite la transmission d'informations et ça raccourcit le temps de réaction. Maintenant, quand on consomme de ces substances, ces stupéfiants, ça détruit ces neurones-là. Et donc, quand la quantité n'est pas ce qu'il faut, ça veut dire que l'information traîne à passer d'un point A à un point B. Et donc, il y aura retard dans la réaction de l'élève. Quand il évoque une leçon qu'il a apprise, il ne va pas avoir le retour, il va avoir de bonnes notes, il va régresser au niveau de l'école et finalement, il va décrocher l'école. Est-ce que c'est la première fois qu'ils apprennent comment fonctionne le cerveau quand vous Oui. avez fait des enfants? Quand on a fait la sensibilisation, ils étaient émerveillés parce que beaucoup ne savent pas qu'on a différents cerveaux et qu'on a différentes manières d'apprendre. Il faut qu'on connaisse quel type de mémoire chacun a et adapter le type d'apprentissage à son type de mémoire. Donc, ils en ont appris. Ils ont appris sur la méthodologie d'apprendre, qu'on ne peut pas rester dans un endroit bruyant pour apprendre et que c'est très important d'être concentré pour suivre ce que l'enseignant donne comme cours en classe. Parce que ce qu'il donne, c'est fondamental pour comprendre le cours qu'on a noté. Donc, ils ont compris l'importance de l'attention, de la concentration et l'importance de dormir. Parce que quand ils reçoivent les informations, la nuit, ils doivent dormir, arriver à un certain niveau du sommeil, qu'on appelle le sommeil paradoxal. C'est en ce moment-là que l'enregistrement se fait de façon pérenne sur le cerveau. Et donc, si dans le sommeil, on n'arrive pas au sommeil paradoxal, l'enregistrement de tout ce qu'ils ont reçu ne serait pas efficace à la fin de l'année. C'est pour ça qu'on a vraiment insisté sur le cerveau, parce que c'est l'organe qui leur permet de marcher, de manger, de voir, de faire tout. Donc, s'ils ne prennent pas soin de ce cerveau... Et de réagir aussi face aux situations de la vie. Oui, c'est l'organe qui gouverne tout. Tout ce qu'on fait, si le cerveau n'est pas bon, ça veut dire qu'on ne peut pas. Donc, on a comparé le cerveau à l'ordinateur pour qu'il puisse mieux comprendre. Si on verse de l'eau sur un ordinateur, c'est caput. C'est de la même façon, si on donne des stupéfiants au cerveau, ça va détruire aussi le fonctionnement du cerveau. Voilà. On va en arriver vers la fin de l'émission. J'aurais voulu que vous nous dites un peu les propositions que vous faites au système éducatif, parce que c'est des vagues d'élèves qui passent. Aujourd'hui, vous avez touché un grand nombre à travers cette émission aussi, ceux qui n'étaient pas en présentiel, qui suivent cette émission, que ce soit sur YouTube, bien sûr, la télévision togolaise, quel que soit le point du territoire, ils ont les informations de tout ce que vous êtes en train de dire sur le plateau, mais vous préparez-nous ce que vous pensez qu'on doit faire véritablement, comme vous pouvez parler dans toutes les écoles. Qu'est-ce que le système éducatif doit faire pour que véritablement ce problème-là soit réglé une fois pour de bon, comme les curricula et autres qu'on dispense à travers les cours. Alors, monsieur l'honorable, les jeunes, quand vous les avez écoutés, comment ils ont réagi face à toutes les informations que vous avez partagées avec eux? D'abord, ils ont été très contents parce que ils ont l'occasion d'échanger avec des gens qui s'intéressent à leur santé d'abord et à leur réussite. C'est ça. Donc, ils ont été très favorables et ils nous ont rassurés que vraiment les conseils que nous leur donnons, ils vont en tenir compte. Ils vont en tenir compte, qu'ils vont les respecter. Et ils souhaitent vraiment que leurs autres camarades qui aussi aient les mêmes informations. Mais malheureusement, on ne peut pas être partout à la fois. Pas le cas des médias. Nous leur avons dit qu'eux-mêmes sont aussi des messagers, parce que ce qu'ils ont comme message, ils vont le partager avec les autres, leurs camarades, et ainsi de suite. Dans l'assistance, on n'a pas vu que des élèves, hein. Il y a eu des enseignants, probablement certains parents aussi seraient présents. Quelle a été leur réaction? Ah ben, les enseignants, c'est comme si nous apportions de l'eau à leur moulin. Et quand on réagit, ou quand quelqu'un réagit, il dit, voilà, qu'est-ce que nous vous disons? Donc, au niveau de la discipline, vous dites que justement, ça permet de les ramener à la raison. Il y a certains comportements qui sont déviants
et certaines réactions. Et les conseils qu'on leur a donnés, ils ont dit, ah voilà, nous vous demandons de prendre des dispositions pour savoir comment étudier vos leçons, vous accumulez et au dernier moment, vous réagissez, vous ne dormez pas, vous croyez soigner et prendre des stupéfiants qui vont vous aider alors que c'est très, très, très dangereux. Donc, c'est de l'eau à leur moulin que nous avons apporté. C'est ça. Alors, en tant que représentante du comité national anti-drogue, comment vous avez apprécié les réactions des élèves face à toute la foule d'informations de qualité que vous avez partagées avec eux? Est-ce que ça vous a rassuré que véritablement vous avez fait œuvre utile en les rencontrant? Oui, ça nous a beaucoup rassurés, réconfortés, parce que c'est une pépinière et ils étaient très réceptifs. Certains ne savaient pas la dangerosité de certains produits qu'ils consommaient. Et donc, ça les a réveillés. Et ils ont promis être le relais auprès de leurs camarades par rapport à ce qu'ils ont entendu. Et ça faisait vraiment plaisir à voir parce qu'il y a des élèves qui ne savent pas quelle méthode adopter pour bien apprendre. Il y a certains qui ne savent pas c'est quoi leur problème de concentration, etc. Donc, ils ont quand même avoir une petite idée de comment il faut faire pour améliorer leur rendement scolaire. Alors, pour nous assurer que le message que ce soit de la représentante du comité ou de l'association Citoyenneté Santé est passé, on a tendu également le micro à certains élèves qui nous ont rassuré que le message vraiment est bien perçu et ils ont apprécié à sa juste valeur tout ce que est partagé avec eux. On va écouter donc certains des élèves. Par tes camarades. Le cerveau est un organe très essentiel pour une personne. On peut dire que c'est comparable à un ordinateur central. Pour bien prendre soin du cerveau, il faut dormir suffisamment, arrêter le dopage. Il ne faut pas faire plusieurs activités à la fois. J'ai retenu beaucoup de choses grâce aux informations qui nous ont été transmises, grâce à cette association qui est venue nous renseigner sur plusieurs faits sur le cerveau. Et j'ai retenu que le cerveau est l'un des organes les plus précieux que l'homme a sur lui et qu'il doit l'entretenir chaque jour que Dieu fait. Donc, pour pouvoir entretenir notre cerveau correctement, nous devons arrêter de dormir tardivement et bien dormir. Ne pas manger des aliments étrangers à nous ou des aliments qui ne sont pas bons pour le cerveau. Nous devons aussi arrêter de consommer les drogues, l'alcool et encore d'autres substances toxiques et nuisibles à notre organisme et à notre cerveau. Et je voudrais ajouter sur ce fait que je conseille certaines personnes d'arrêter le dopage et d'autres comportements qui nuiraient à la stabilité de leur cerveau. Et il faudrait aussi pouvoir se concentrer en classe, arrêter de penser à des choses inutiles pendant les cours. Il faudrait aussi que nous soyons attentifs, que nous ne soyons pas trop désordonnés en classe pour que nous puissions retenir correctement nos cours et nos leçons. Le cerveau qui est le moteur de toutes nos activités, le cerveau qui est l'unité centrale de toutes nos activités, le cerveau qui nous permet à l'école de garder, d'apprendre nos leçons, de pouvoir venir les déverser lors des examens. Et comment bien entretenir notre cerveau, arrêter la consommation de l'alcool, des drogues. Et par ce petit événement, nous allons essayer de sensibiliser nos camarades dans différentes écoles aussi à cesser ces consommations pour avoir un monde meilleur et pouvoir construire un avenir meilleur. Alors, honorable, votre réaction? Je crois qu'ils ont retenu l'essentiel. Ouais. Ils ont vraiment retenu l'essentiel. Et pourvu qu'ils le fassent, ce qu'ils ont promis, pourvu qu'ils l'appliquent. Et nous avons effectivement souhaité que les enseignants et l'administration des établissements s'impliquent pour que le message que nous avons passé puisse atteindre tous les élèves, parce que nous n'avons pas pu avoir tous les élèves à la fois, mais que ça passe. Et nous avons même demandé qu'ils nous en fassent des rapports avec peut-être quelques observations ou quelques aspects qui n'auraient pas été bien compris. Et si cela peut nous obliger à y retourner ou à donner des instructions, et ça pourra beaucoup nous aider. Nous aurons appris qu'ils en ont pris acte. Et surtout,
les chefs d'établissement devraient organiser les enseignants à ce propos pour qu'ils suivent cette activité. Maintenant, on va aborder l'ampleur véritablement de la consommation de ces stupéfiants par les jeunes, surtout en milieu scolaire. Oui. Voilà. Dites-nous, quelle est l'ampleur aujourd'hui? Ça, moi, je vais dire tout de suite que notre association n'a pas fait un diagnostic précis, scientifique, à partir d'une étude, tout à fait à partir d'une étude, mais je sais qu'il y a des services spécialisés, Madame va prendre la parole tout à l'heure. Voilà, qui peuvent nous en dire long. Mais ce que nous savons, c'est l'expérience que nous avons autour de nous, le comportement de nos enfants, de nos élèves, et surtout le feedback que nous avons des enseignants à l'école et les parents d'élèves eux-mêmes, la manière dont ils se plaignent que les enseignants ne les encadrent pas bien, ne les forment pas bien, et alors qu'ils ignorent eux-mêmes leurs propres responsabilités. Mais c'est surtout la réaction même du gouvernement qui a pris en compte ce problème-là. Et ça fait que tout le monde est concerné. Et nous savons qu'il n'y a pas d'amusement. Au contraire, nous risquons d'aller à la dérive. Donc le cri d'alarme est lancé. C'est ça qui fait que chacun doit en prendre conscience. Même si on n'a pas un pourcentage précis comme ça à vous donner. Quand vous avez les retours, à voir l'ampleur, oui. Je me dis que votre responsabilité est lourde. Oui, vraiment. Et ça nécessite que vous soyez accompagné pour atteindre le maximum d'élèves, que ce soit dans les milieux urbains comme dans les milieux ruraux. Exactement. Vraiment, vous avez raison. Mais nous avons bien cette intention, mais nous en avons aussi conscience. Mais nous savons que ce n'est pas nous, une petite association qui peut régler ce problème, puisque l'État même en est conscient et il prend des dispositions. Mais c'est vrai, ça me permet de dire que nous agissons par nos propres petits moyens et nous faisons à la limite de vos moyens, de vos possibilités. Voilà, donc, et on espère que les partenaires vraiment qui suivent vraiment cette émission vous écoutent et vous viendront au secours pour vous appuyer financièrement. Exactement. Pour étendre votre spectre d'intervention. Tout à fait. C'est vraiment un cri d'alarme que nous lançons. Et c'est une bonne occasion pour nous de solliciter les bonnes volontés, les partenaires techniques et financiers, vraiment les jeunes j'ai engagés sur cette question-là. Sur cette question-là, qu'ils nous appuient pour que nous puissions aller de l'avant. Tout à fait. Merci. Alors, madame, c'est vous qui sortez les statistiques. Et ces statistiques, on a évité de les projeter parce que ça fait peur. Mais parlez-nous quand même de l'ampleur de ce phénomène-là dans nos écoles et de ce que vous projetez en tant que comité anti-drogue de faire en collaboration avec des associations, avec toute organisation qui est engagée à aider la jeunesse vraiment à se débarrasser de ces stupéfiants. La situation de la consommation des stupéfiants par les jeunes est très alarmante au niveau national. Parce que lors de nos tournées sur toute l'étendue du territoire, partout où on arrive, tout le monde crie. Tout le monde crie, mais personne ne veut faire quoi que ce soit. Non, voilà. C'est ce qu'on a constaté. Ça veut dire que les gens restent sur les constats, mais ils n'agissent pas sur les constats pour changer la situation. Oui, si je prends un exemple, un parent qui voit son enfant, un enfant du cours primaire par exemple, prendre une substance qu'il juge lui-même dangereuse et il laisse l'enfant consommer chaque fois, il s'attend à quel résultat? Donc il faut une prise de conscience d'abord des parents pour se dire que pour toute substance que je dois donner à mon enfant, j'ai le devoir de lire les ingrédients. Et si on remarque dans une substance qu'il y a de la taurine ou bien de la caféine, ça veut dire que ce n'est pas bon pour les enfants. Il y a certaines boissons qui sont sur le marché, c'est bien dit, c'est interdit aux enfants de moins de 12 ans, mais le parent s'assoit et il achète ça à son enfant, sous prétexte que mon enfant ne prend pas de sucrerie, lui ne prend que de l'alcool. Ça, c'est détruire l'enfant. C'est détruire l'enfant. Et demain, quand l'enfant va commencer par casser les choses à la maison, on se tourne vers l'État. Donc, il faudrait vraiment qu'on se ressaisisse. Ceux qui viennent dans les centres de santé,
les statistiques, on a l'année 2023 et l'année 2024, il y a eu hausse. Il y a hausse parce qu'en 2024, on avait 39,15%, mais en 2024, on a 59,73% selon le rapport Wenzo. Ce sont les données qui viennent des centres de santé qui ont l'outil Wenzo et qui nous collectent les données. C'est pour montrer que la différence, elle est grande. Et ça concerne beaucoup plus les jeunes. Quand je parle des jeunes, ce sont beaucoup plus les adolescents et les jeunes adultes. L'âge était entre 16 et 15 ans, mais maintenant ça revient autour de 10-11 ans. Donc ça veut dire que c'est très grave et que les parents doivent se réveiller. Ça veut dire que les plus jeunes imitent leurs aînés. Oui, parce que l'enfant apprend par imitation. Et donc quand le parent envoie l'enfant, va m'acheter tel, si c'est dans une bouteille, ça veut dire que le peu qui reste, papa prend ou bien maman prend, ça veut dire que c'est bon. Donc l'enfant va commencer par goûter. Et au fur et à mesure, quand il va prendre du goût, arrivé, quand il achète, il prend sa dose avant d'amener aux parents. Normalement, on ne doit pas consommer de ces genres de substances devant les enfants. Comme le parent, c'est le modèle. Et c'est valable aussi pour les enseignants qui sont aussi des modèles pour les élèves. Donc, l'enseignant... c'est normal parce que l'enseignant, il a deux statuts. Hein. Oui. Le statut de parent d'abord et le statut d'enseignant. Et donc, il représente le modèle Exactement. que les élèves veulent copier. Donc, ils doivent être bien présentés et loin de ces substances. On ne peut pas comprendre comment on peut retrouver, par exemple, dans des endroits, des enseignants en train de boire avec leurs élèves. Ce n'est pas normal. Et dans une communauté, quand on constate qu'il y a des jeunes qui se rassemblent pour prendre de ces genres de substances, avant, je pense que la communauté crie. Et il appelle ces jeunes pour l'interdire et leur donner des punitions pour arrêter ça. Maintenant, on voit, mais personne ne dit. Donc, quand la personne devient addict, ça veut dire que le cerveau a pris goût. Et donc, lorsqu'il ne trouve pas, il sera obligé de trouver les voies et moyens pour trouver la substance. Et ça, s'il n'a pas les moyens, il va aller voler. Et s'il ne trouve pas chez lui, il va aller voler chez le voisin pour aller vendre et trouver l'argent nécessaire pour acheter. Et donc, ça contamine toute la communauté. Vous êtes ainsi d'aborder les conséquences vraiment de la consommation de toutes ces substances. Donc, on va rentrer dans les détails. Fidèles à téléspectateurs, je crois que madame, tout ce qu'elle dit tout à l'heure, interpelle d'abord les personnes morales, les associations des parents d'élèves, l'Union togolaise des associations des parents d'élèves, et les parents pris individuellement pour que chacun prenne ses responsabilités. Parce que c'est dommage qu'on dise que nous avons fait des enfants, mais on n'a pas veillé, on n'a pas été vigilant pour encadrer nos enfants et finalement ils tombent dans cette addiction qui malheureusement détruit leur vie. Alors, monsieur le honorable, avant que madame ne revienne, dites-nous ce que vous attendez véritablement des parents. Parce que c'est eux qui doivent jouer le premier rôle avant même les enseignants. Ça. Là. Effectivement, nous pensons que les parents ont un rôle très fondamental. C'est ça. Parce que c'est l'éducation de base. Les parents doivent communiquer avec leurs enfants. Est-ce que vous avez envisagé, ou vous envisagez dans le futur, faire la même sensibilisation à l'endroit des parents? Ou vous l'avez déjà fait une fois? Vous me prenez la langue. Parce que nous y pensons. Nous pensons parce que nous devons rencontrer toutes les structures de la société. C'est ça, parce que je vois que c'est à la racine qu'il faut. Le mal est à la racine. Toutes les structures de la société, dont les parents d'élèves. Les parents d'élèves, nous devons les rencontrer, nous devons leur parler et expliquer tous ces enjeux-là. Et leur expliquer leurs propres responsabilités. À savoir que, sincèrement, ils doivent être ouverts avec leurs enfants, les approcher, les écouter et les laisser s'exprimer. Suivre aussi ce qu'ils font, comment ils vivent, avec qui ils sortent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe à l'école, est-ce qu'ils ont des relations avec l'établissement, est-ce qu'ils fréquentent l'établissement, les enseignants et l'administration, est-ce qu'ils suivent le travail de l'enfant, qu'est-ce qu'il fait, quelle est sa compagnie, qu'est-ce qu'il boit, qu'est-ce qu'il mange, il sort avec qui et il fait quoi, quel est son besoin. Parce que si nous ne nous prenons pas bien, nous devons nous montrer amis de nos enfants pour qu'ils nous disent leurs besoins. Si nous les écoutons donc, bien... Les parents doivent se considérer comme des confidents de leurs enfants. Des confidents même de leurs enfants. Donc les écouter, il doit les laisser
t'exprimer, dire ce dont ils ont besoin et savoir dans quelle mesure ils peuvent les aider. Et dès qu'ils le font bien, donc dès qu'ils partagent bien et ils les accompagnent dans leur travail, ils les aident dans leur travail pour ceux qui peuvent. Et quand ils font bien, il faut qu'ils les récompensent, il faut qu'ils sachent qu'ils ont bien fait. Donc il faut les motiver, par ce qu'ils demandent, même les promesses que les parents font. Il ne faut pas qu'ils fassent des promesses impossibles, mais faire des promesses raisonnables. Et si vraiment l'enfant réussit, l'enfant réagit correctement et proprement, s'il change de comportement positif, donc il faudrait que le parent sache le récompenser et cela l'encourage à évoluer. Et même, l'enfant même va venir dire, ah, moi j'ai été ceci, mais prochainement je prends l'engagement d'occuper tel rang. Et s'il le réussit effectivement, je crois que le parent doit... Ce qui m'a intéressé au début de votre intervention, oui, par rapport à la sensibilisation que vous avez faite, c'est que vous avez mis en place un dispositif de suivi-évaluation. C'est ça. Et ça, c'est très important. Ça vous permet d'avoir le retour et voir sur quel levier encore agir. Exactement. Alors, madame, il y a d'autres conséquences que vous voulez relever sur les enfants, sur la famille, sur les parents eux-mêmes. Donc, vous allez insister davantage avant qu'on ne passe à d'autres questions. Ok. En fait, les conséquences sont énormes. Ouais. Et quand ça quitte le noyau familial, ça atteint la communauté et ça évolue et ça va atteindre toute la nation. Donc, pour toutes ces raisons, on invite d'abord les parents à revenir à la maison, à écouter leurs enfants, à aller à l'information. Et s'ils ne comprennent pas certains comportements de leurs enfants, il y a des psychologues, des psychiatres, des personnes formées sur la santé mentale qui sont dans nos centres de santé, d'aller demander conseil. Il y a la consultation, c'est comme toute autre consultation. Donc, il y a AMU qui prend en charge, il y a INAM. Allez-y. Ce n'est pas seulement quand on a les psychologues, les psychiatres ne sont pas là pour, comme beaucoup de personnes le pensent, pour les fous. Non. C'est quand il y a un comportement qu'on ne comprend pas, qu'on va chez le psychologue, chez l'homme de santé mentale ou le psychiatre, pour comprendre, comme la science, sur le plan médical, on dit que tout est normal, je ne sais pas ce qui arrive à mon enfant. Et quand on va tôt, on essaie d'arrêter tôt l'hémorragie. Mais quand on laisse et que ça devient sous forme de cancer, c'est difficile. C'est ça qu'on appelle l'addiction. Et l'addiction, c'est cher, c'est coûteux et ça demande beaucoup de temps pour le parent, beaucoup d'amour pour que l'enfant puisse sortir. Et ça demande que beaucoup d'acteurs multisectoriels soient réunis pour que l'enfant puisse être pris en charge efficacement. Donc, pour ne pas arriver là-bas, il faudrait que les parents soient vraiment vigilants pour retarder le plus tard possible la prise de la première substance par les enfants. C'est très important. Même le tchoukoutou alcoolisé, c'est mauvais pour un enfant de bas âge. Il faut reconnaître que l'alcool et les produits sur le marché, quand un enfant est malade, allez-y à l'hôpital et on vous prescrit les produits qu'il faut. Il ne faut pas acheter les produits sur le marché noir. Pour s'engager dans l'automédication. Dans l'automédication, c'est très dangereux. Parce qu'il y a certains produits qui ont presque les mêmes noms comme ceux conventionnellement connus dans les pharmacies, mais le dosage est différent. Et ça crée beaucoup de problèmes pour l'individu qui en prend. Et souvent, quand on fait comme ça, on fait l'automédication, quand ça devient grave, alarmant, le temps d'arriver à l'hôpital, quelquefois, c'est fatal. Donc, il faut vraiment qu'on prenne conscience que c'est très important. Un enfant, il n'a pas demandé à venir. Et quand on le fait venir, on a l'obligation. Même s'il y a des problèmes entre le couple, l'enfant est au milieu, on doit y penser. Et donc, quand on prend nos décisions, faisons vraiment attention à l'être qu'on a amené et battons-nous corps et âme pour que cet individu qu'on a amené, qu'il soit demain, qu'on soit fier du travail abattu. Parce que c'est un investissement. Et qu'il soit utile pour lui-même, et pour la nation. C'est un investissement, en fait. Un psychologue, je par exemple, je suis dans la Savane, je suis dans la Cara, dans la Centrale, dans le plateau Est, au plateau Ouest, dans Maritime. Bon, Lomé-Golfe, ça c'est clair, on sait où les trouver. Voilà. Mais dans les autres régions, où est-ce qu'on peut trouver un psychologue? En fait, les psychologues sont partout. Et le comité national a formé la majorité sur le programme de traitement. Dans la Savane, je suis sur la Savane. Au CHR d'Apan, il y en a, et dans certaines cliniques. D'accord.
À Kara, au CHU de Kara, il y en a. À Sokodé, il y en a. Dans les centres de santé publique, en tout cas, il y a les psy en général. Ils sont là sur toute l'étendue du territoire. Même dans les Bassa, il y en a. Ketao, il y en a. Oui, on a fait l'effort qu'il y en a. Mais s'il n'y en a pas, celui qui est là-bas va transférer vers le centre adéquat. C'est très important. Et puis, il y a des ONG aussi qui sont là, qui appuient le comité dans cette lutte-là. Donc, dans les zones où il n'y en a pas, de toute façon, s'il y a une zone où il n'y en a pas, ça veut dire que le psychologue qui, par exemple, est à Kara, va se déplacer pour intervenir dans la zone. Sinon, les psychologues sont là. Il faut seulement frapper à la porte et vous serez servi. C'est ça. Alors, fidèles téléspectateurs, je crois que toutes les informations que mes invités sont en train de partager avec nous, en tant qu'acteurs de médias, nous sommes concernés et intéressés par toutes ces informations. Et ça nous amène véritablement à bâtir un plan d'action communicationnel pour accompagner aussi bien le comité que l'association dirigée par l'honorable Nounon, qui fait un travail véritablement formidable sur le terrain. Vous avez suivi les interventions des élèves, vous avez suivi les interventions même du responsable. Et je crois qu'au cours de l'année, on va travailler suffisamment avec les parents, suffisamment avec les psychologues, voilà, pour que véritablement la sensibilisation atteigne un degré tel que la prévalence chute, à défaut d'arriver véritablement à une tolérance zéro. C'est ça que nous visons le plus haut. C'est pour ça que nous l'avons mis, tolérance zéro de consommation des stupéfiants par les jeunes. Mais en tout cas, au niveau de l'émission Débat et Éducation de la télévision togolaise, nous sommes engagés et vous verrez ce qui va se passer en termes de sensibilisation, bien entendu, puisque c'est notre travail d'informer, de sensibiliser avec l'appui de tous ceux qui sont engagés sur cette question et des spécialistes du comité. Alors, honorable, vous avez été enseignant, vous avez été inspecteur, vous avez été honorable, wow. Voilà, et aujourd'hui vous êtes élu local. Ça, les gens ne le savaient pas, mais permettez que je décline tous ces grades-là. Monsieur l'honorable, en tout cas, félicitations pour tout le parcours, hein, voilà, qui inspire beaucoup de personnes. Merci. Alors, les conséquences sur le mental et sur les études, est-ce que vous avez suffisamment insisté pour que ces enfants qui ont suivi cette sensibilisation et qui nous suivent aussi à travers les médias, eh bien, qu'ils retiennent la leçon et qu'ils tirent vraiment les conséquences et en tenir compte pour une vie saine et pour leur réussite scolaire et sociale? Oui, on a insisté suffisamment là-dessus. Et Madame Tchonda était avec nous. C'est même elle qui a pris le devant. Et on a suffisamment insisté parce que notre objectif, c'est que les élèves puissent réussir et qu'ils soient de bons citoyens. Voilà, réussite scolaire et sociale. Voilà, qu'ils soient de bons citoyens. Voilà. Donc, une réussite scolaire et sociale. Merci bien pour le mot. Et nous n'avons pas lésiné parce que nous avons pris même certains exemples de certains de nos amis qui ont déserté l'école à cause des petits problèmes de santé. Mais problèmes de santé comment? La manière dont ils ont pris il y a même un membre de notre association qui a donné son propre exemple. Il a dit qu'il a fait la seconde et vraiment il tenait à être toujours le premier et être bien diplômé. Il avait pris cette décision. Voilà, c'était sa vision. C'était sa vision. Et il s'est mis, il veille, il étudie, il force même. Et il a tellement essayé, tellement mis que il a finalement craqué. Heureusement qu'il s'est vite ressaisi. Heureusement qu'il s'est vite ressaisi. Mais est-ce qu'il avait pris certains stupéfiants pour pouvoir atteindre son objectif? Non, il n'a pas pris de stupéfiants, voilà. Mais il forçait parce qu'il se dit que voilà, j'ai un objectif. Donc ça fait que même si vous utilisez votre cerveau pour travailler, il faut savoir comment l'utiliser. Il faut lui donner du repos. Il faut lui donner du repos. Il faut que le cerveau se repose. Et il faut que vous sachiez comment organiser vos activités, surtout des activités qui exigent
L'utilisation du cerveau, il faut savoir s'organiser, planifier ses activités, comment étudier ces leçons, quand, comment donner des pauses, comment faire des pauses après le travail et comment surtout éviter des pièges, parce que nous avons beaucoup de pièges et ce sont ces pièges-là qui... Certains des pièges, partagez certains des pièges avec nous, les téléspectateurs. Pourquoi pas? Oui. Non, si, il y a des pièges, il y a des pièges, ces pièges même qu'il faut éviter. Lesquels? Il y a les boissons énergisantes. D'abord, il faut dire qu'il y a les jeunes, chez nos jeunes maintenant, les écrans, les portables, tout ça là, ça c'est un premier piège. C'est un des premiers pièges. Ça va maintenant tomber dans l'addiction aux réseaux sociaux, c'est ça? Oui. Non, aux écrans. Addiction aux écrans. Ils se couchent, ils ne dorment pas. C'est les écrans, tout simplement. Mais il y a la mauvaise compagnie, il y a la pression des camarades, il y a aussi la curiosité. Curiosité, on veut savoir, on veut... Mais la curiosité, c'est pas une bonne chose? Oui, une curiosité mal placée. Parce que parfois on veut savoir, mais on veut essayer et voir ce que ça va donner. Alors que ce n'est pas toujours... Oui, parce qu'on a vu quelque chose, par exemple, quelque chose à l'écran et on veut essayer. C'est ça. Surtout côté sexuel. Tout à fait. Disons les choses par leur nom. Non, même pas. Pas seulement là-bas. C'est un exemple. Et par côté sexuel, c'est peut-être le piège de recherche d'un plaisir. Ça, c'est la recherche d'un plaisir. Parce que ça fait partie de ces pièges-là. Bon, il y a le suivisme. On voit les amis, les camarades faire comme ceci, comme cela. Mais moi aussi, je voudrais essayer. C'est un suivisme irréfléchi. Il y a aussi l'envie de vaincre même une tâche, la recherche d'une performance. On veut faire mieux. On veut faire pour que tout le monde voit que j'ai réussi. On s'efforce démesurément. On ne connaît pas ses limites. On recherche cette performance-là. On ne sait pas choisir cette avec qui on rentre dans les mauvaises compagnies. Voilà, dans les mauvaises compagnies. Avec qui il faut sortir, avec qui il ne faut pas sortir. Il y a même l'envie de transgresser certains interdits. Parce que moi, les parents ou tel me disent de ne pas faire ceci, mais moi je vais faire ça quand même. Moi je vais faire pour voir. Au lieu d'être obéissant, au lieu de respecter ce qu'on t'a dit. Au lieu de respecter. Mais est-ce que le parent a expliqué clairement pourquoi il demande à l'enfant de Justement, parfois, il ignore. Il y a un déficit de communication. Voilà, il ignore pourquoi on lui interdit ça. Mais il veut essayer pour voir pourquoi on m'interdit ça. D'ailleurs, je crois que le comité national antidrogue, et surtout les psychologues, c'est pour cela qu'ils nous demandent de savoir aborder ce problème de drogue-là. Parce que quand on parle de drogue, on dit, c'est quoi même la drogue? Ça consiste en quoi? Et vous dites que ça fait quoi? Donc, si ça fait quoi, il faut que j'essaye pour voir. Et dès que tu essayes, ça te prend. C'est pour ça que la drogue, c'est un piège. C'est un piège. Donc, ces substances-là, lorsque vous les utilisez, vous essayez un peu, ça vous emporte. Donc, cette curiosité-là, et ça fait que vraiment, on en a marre. C'est ça. Madame, vous allez compléter par certains des pièges dont M. Honorable nous n'a pas parlé. Certains des pièges. Et bien, il a présenté tout le tableau. Il a présenté le tableau. Ce que je pourrais ajouter, c'est juste qu'il y a certains événements de la vie aussi qui poussent les jeunes à la prise des substances. Lorsqu'un enfant perd peut-être son parent, ou bien lorsqu'un enfant voit ses parents divorcer sans explication aucune, ou bien un enfant adopté qui n'a pas l'information, ça peut l'amener à la consommation des substances parce qu'il cherche à noyer son chagrin à travers ces genres de substances. Et donc d'où l'importance de l'accompagnement du psychologue. Et puis il faut aussi qu'on sache que certains de nos propos aussi poussent nos enfants à la dérive. Les enfants, on ne compare pas les enfants. C'est pas bon de comparer les enfants. Les enfants, ils sont nés différemment. Et chacun a... Même ils sont nés de même père, même mère, mais ils sont différents. Ah ouais, c'est ça. Chacun est venu pour réaliser quelque chose. Donc, si pour quelqu'un,
l'un de ça traîne, c'est pas la peine de le comparer à son frère, parce que ça crée des chagrins, et l'enfant ne l'exprime pas complètement, mais il met ça sous réserve et ça peut l'amener à adhérer à des compagnies qui ne sont pas recommandées. Donc, il faudrait aussi qu'on sache que nos enfants, arrivés à un moment donné de la vie, entre 12 et 16 ans, ils rentrent dans la crise d'adolescence. Et c'est une zone de turbulence que les parents doivent accompagner l'enfant et non être très radical et puis ne pas lui expliquer les questions qu'il pose. Ça lui permet de mieux se connaître et de connaître les dangers qui l'entourent pour mieux l'éviter. Si on devient ami de nos enfants, quand ils iront à l'école, s'ils rencontrent quelque chose, ils viendront nous raconter et on saura quel conseil leur donner pour qu'ils puissent arrêter. Mais si on ne parle pas, ça devient vraiment dangereux. Il y a, comme l'a dit l'honorable, l'addiction aux écrans. L'addiction aux écrans, c'est un phénomène qui vraiment détruit aussi la jeunesse. C'est comme une drogue qui détruit aussi la jeunesse parce qu'il y a des filtres qui sont dans les téléphones et quand l'enfant voit l'image, il cherche à être comme l'image qu'il a vue à travers les filtres. Et ça peut amener la personne à comporter des problèmes de troubles de personnalité qui génèrent d'autres conséquences et que les parents doivent vraiment revenir. J'insiste sur ce mot. On doit revenir à la maison. Parce qu'on a eu des cas où les enfants, pendant les vacances, veulent profiter de leurs parents, mais le parent n'a jamais le temps. Quand on rentre, on a fini le boulot, on rentre. Maintenant, c'est le téléphone qu'on prend. Et l'enfant vient, je voulais attendre d'abord. Et ça crée des frustrations pas possibles chez l'enfant. Il y a certains enfants, on a eu dans des établissements, souvent, quand on fait des devoirs, on donne des copies, présente à tes parents qu'ils signent avant de ramener. L'enfant a fait plus d'un mois, il ramène toujours la copie qui n'est pas signée. Finalement, sous l'effet des enseignants, de la pression des enseignants, je ne vois pas mes parents. Où est-ce qu'ils sont? Pourtant, ils vivent dans la même maison. Donc, il faut vraiment qu'on sache qu'on court pour un enfant et que ce pourquoi on court, que la personne soit capable, avec toutes ses facultés, de profiter pleinement de ça. C'est très important. D'accord. Nous sommes en train de tendre pratiquement vers le temps qui nous a imparti pour cette émission. Je reviens à l'honorable. Vous êtes élu local et vous portez encore la casquette de président de votre association. Alors, quels sont les défis au niveau de la jeunesse de la localité, la commune où vous allez exercer bientôt, et les défis que vous allez relever en termes de sensibilisation des jeunes et de la jeunesse avec notre accompagnement? Ça, je vous garantis, je viendrai caméra à l'appui pour vraiment faire un travail avec notre psychologue ou son collègue qui sera dans la zone. On va véritablement faire un travail. Donc, votre programme et les défis. Non, je ne peux pas prétendre vous dire avec précision ce que je vais faire, mais j'en ai conscience. D'accord. Parce que j'ai commencé déjà. J'ai commencé, je suis allé dans certains établissements. La commune où vous êtes élu local, c'est où? Dites-nous. Ah ben voilà. Voilà, je suis élu dans la commune de Blita 2, qui a pour siège Agbandi. Agbandi, il y a beaucoup d'idées. Donc, c'est dans la préfecture de Blita. Ouais. D'accord. Donc, il y a beaucoup de choses, vraiment, beaucoup de défis à relever. Oui, beaucoup de défis. C'est une zone où il y a beaucoup de défis. Oui, il y a beaucoup de défis à relever. J'en parlais même avec la psychologue, parce qu'elle connaît un peu une partie de mon secteur. Donc, nous sommes déterminés à travailler. Puis, justement, comme je serai dans la zone, je crois que je vais vous fatiguer. En tout cas, ce serait un plaisir pour nous. Jeunesse de Agbandi dans Blita 2, préparez-vous à nous recevoir parce qu'on viendra sensibiliser toute la jeunesse d'Agbandi et peut-être qu'on va faire des incursions dans d'autres zones proches pour qu'à partir de vous, vous serez vraiment des modèles de jeunesse qui prenaient conscience que les stupéfiants, ce n'est pas du tout bon pour vous parce que la nation compte sur vous, les parents comptent sur vous, les autorités comptent sur vous et donc vous-même vous devez compter sur vous pour être vraiment des personnes de référence dans votre localité, dans votre pays. Alors, avant le dernier mot, madame,
qu'est-ce que le comité antidrogue projette de faire pour 2026 en termes de sensibilisation? En termes de sensibilisation, le comité s'appuie sur les associations et puis j'ai omis de rappeler que le comité pour le monde scolaire a formé des enseignants sur l'approche de prévention en milieu scolaire. Donc on est en discussion avec le nouveau ministre de l'Éducation et l'ensemble de l'Éducation nationale et l'ensemble de son staff pour que les établissements ne soient pas ouverts à toute association qui n'a pas le quitus du comité à y rentrer et à faire des sensibilisations. Parce que comme vous l'avez entendu, on ne parle pas de stupéfiants aux élèves, mais on leur parle de l'hygiène de cerveau. Et donc l'association de l'honorable a été formée sur l'outil avant qu'on lui donne l'autorisation pour qu'il fasse ces genres de sensibilisation. Donc on a formé sur toute l'étendue du territoire 2 enseignants par région. Et donc, ces enseignants connaissent l'approche qu'il faut pour les sensibilisations au milieu scolaire. Donc, on invite les DRE à s'appuyer sur ces enseignants pour la sensibilisation en milieu scolaire sous la supervision du Comité national antidrogue. Donc, avec la discussion avec le ministre de l'Éducation nationale, il y a beaucoup de changements qui vont s'opérer au niveau de l'éducation. Et donc, on verra le changement. Je ne vais pas trop... N'oubliez pas d'impliquer l'équipe de débat sur l'éducation, parce que tout ce que vous allez faire avec les enfants, les jeunes, les enseignants, nous avons besoin de relayer toutes ces informations pour que ça profite à toute la population de Lomé, à Saint-Cassé, sans oublier la diaspora. Ok. Merci, je transmettrai fidèlement la demande. Honorable, votre dernier mot, on est pratiquement à la fin. Oui, on est pratiquement à la fin. Merci Marcel. Et je voudrais juste résumer l'objet même de notre échange ici. Et les élèves sont la relève de demain. Or, pour être une relève digne et utile pour la nation, vous devez avoir un cerveau sain. Et c'est ce cerveau-là qui va vous permettre de réussir vos études. Et surtout, si le cerveau qui travaille est endommagé, vous aurez des difficultés pour réussir. Et ce sera une perte, non seulement pour vous-même en tant qu'individu, mais aussi pour votre famille et pour toute la nation. Parce que vous êtes, en tant qu'apprenant, un futur développeur du pays. Alors, la nation compte sur vous. La nation investit pour vous. Vous devez alors réussir pour être une relève digne pour ce pays. Je vous remercie. Merci, honorable. Et madame, votre dernier mot? Merci, monsieur Marcel. Ouais. Merci à l'équipe de débat éducation. Merci à l'honorable pour l'invitation. Et donc, le comité national est disponible, est disposé à aider toute personne qui veut se lancer dans la lutte contre la drogue pour que la lutte soit faite efficacement. Et donc, pour tout besoin, vous devez venir au comité national antidrogue. Donnez-nous votre numéro standard. Le numéro par lequel on peut joindre le comité. Le 22. 22. Encore 22. 55. 78. Oui. 22, 55, 78. Et donc, nous exhortons les parents à revenir à la maison, les leaders communautaires, les chefs de quartier à s'impliquer dans cette lutte, parce que c'est une lutte qui concerne tout le monde. Si on se dit que ça ne nous concerne pas, c'est à nos portes. Donc, chaque leader représente le chef de l'État dans sa communauté à la base. Et s'il observe quelque chose qui n'est pas bon pour la jeunesse, il doit en parler parce qu'on a rapproché les commissariats et les gendarmeries de la population. Allez-y, signalez, dites que vous avez remarqué certains comportements et ils savent comment faire pour aller et essayer de réduire ou bien démanteler le réseau. Mais la communauté doit savoir qu'il a des prérogatives qu'il doit mener
des activités qu'ils doivent faire et s'approcher du comité pour qu'on leur donne la bonne approche pour qu'ils ne fassent pas plus de dégâts qu'il en est déjà. Donc, je remercie tout le monde et j'espère que ceux qui ont écouté l'émission vont servir de relais aux autres. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, nous disons merci à l'honorable Nono, qui est le président de l'Association pour l'éducation, la citoyenneté et la santé, Madame Djonda, docteur Djonda. Djonda, TCHONDA. Djonda, Madame Djonda, voilà, qui est du comité anti-drogue. Vraiment, nos remerciements à eux pour toutes les informations qu'ils ont partagées avec nous. Et merci à l'honorable pour le travail que l'association fait aux côtés de l'État à travers le comité anti-drogue. Et nous pensons que c'est un travail de synergie qui pourra nous aider à faire chuter véritablement la prévalence. Et donc le défi pour 2026 est grand et énorme et interpelle nous tous. Les médias au premier rang, les parents d'élèves et les associations des parents d'élèves et les autres associations et structures de la société civile qui veulent bien aider à ce que notre jeunesse soit une jeunesse, une relève digne dans la santé mentale. Voilà. Et donc, c'est sur ces mots que nous, on vous dit merci de nous avoir suivis, tout en vous donnant rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Débat sur l'éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Merci beaucoup. Merci.